Il est étrange de voir comment la Maison du Rire peut devenir un lieu de silence absolu, presque oppressant. Louis de Funès, l'homme qui fit rugir de joie des millions de Français pendant 3 décennies, passa ses dernières années cloîtrées derrière les hautes murailles de pierre d'un domaine aujourd'hui presque oublié, comme effacé de la mémoire collective. C'est là, au château du Cellier, qu'il fuyait la célébrité qui l'étouffait, qu'il jardinait avec une passion presque maladive, qu'il écrivait des lettres qu'il n'envoyait jamais, et qu'il rendit finalement son dernier souffle, seul avec Jeanne, dans la nuit glaciale de janvier 1983. Mais que s'est-il réellement passé derrière ces grilles centenaires? Comment le comédien le plus aimé de l'histoire française, celui dont le simple nom suffisait à remplir les salles obscures, a-t-il pu laisser derrière lui une fortune aussi vide qu'un décor de cinéma après le clap de fin? Comment celui qui incarnait le petit chef tyrannique à l'écran a-t-il pu être, dans la vraie vie, un homme brisé par ses propres démons, un père absent pour un fils caché, un mari infidèle rongé par la culpabilité, un génie comique qui pleurait en cachette? Voici l'histoire que les émissions de Noël ne vous raconteront jamais, celle que les rediffusions masquent derrière les éclats de rire hystériques. Des blessures profondes d'un enfant moqué pour sa petite taille au scandale d'un fils oublié pendant 40 ans, en passant par une liaison passionnée menée dans l'ombre d'un hôtel parisien et une gestion de l'argent qui a fait disparaître des centaines de millions d'euros. Aujourd'hui, en 2025, nous plongeons sans filtre dans la vie d'un génie qui fit rire la France entière, mais qui pleura souvent seul, très seul. Avant de plonger dans cette saga absolument dingue, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Vous ne voulez surtout pas rater ce qui va suivre, croyez-moi. Louis-Germain David de Funès de Galarza, né le 31 juillet 1914 à Courbevoie, en banlieue parisienne, dans une famille d'immigrés espagnols qui peinent à s'intégrer à cette France d'après-guerre qui regarde les étrangers de haut. Son père, Carlos Luis de Funès de Galarza, est un ancien avocat sévillan déchu de son titre nobiliaire pour avoir enlevé la femme qu'il aimait, Léonore Soto Regras, une Galicienne au caractère de feu. Carlos tente de refaire sa vie comme diamantaire à Paris, mais les affaires sont mauvaises. Léonore, elle, règne sur la maison comme une impératrice déchue, possessive, autoritaire, terrifiante. Le petit Louis grandit frêle, timide, complexé par sa taille, à peine un M64 à l'âge adulte, et par son bégaiement qui le fait rougir jusqu'aux oreilles dès qu'on le regarde. À l'école, on le surnomme le nain ou le bègue. Il rentre en pleurant, se cache sous la table de la cuisine. Mais c'est là, dans ses humiliations quotidiennes, qu'il forge son arme secrète, une observation aiguë, presque clinique, des ridicules humains. Il imite les professeurs, les voisins, les clients du café du coin. Il exagère, grimace, fait rire ses frères et sœurs. Ses insécurités deviendront sa plus grande force. Entre les deux guerres, la famille vit dans des appartements modestes de la rue de Clignancourt, puis de la rue Colinquincourt. Louis observe tout, les prétentions des petits bourgeois, les vanités des concierges, les peurs ridicules des employés de bureau. Il engrange, stocke, transforme chaque détail en matériel comique. À 18 ans, il abandonne le lycée pour jouer du piano dans les bars enfumés de Pigalle. Il gagne 3 francs 6 sous par soir, dort parfois dans le métro. Il apprend la vie, la vraie, celle des paumés, des rêveurs, des ratés magnifiques. La guerre arrive. Déclaré inapte au sto à cause de sa taille et de sa fragilité pulmonaire, il survit en enchaînant les cabarets. Il joue du jazz dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, accompagne Joséphine Baker, côtoie Boris Vian. Il n'a ni nom, ni argent, mais un don exceptionnel pour faire rire en imitant les clients éméchés, les officiers allemands, les collabos, les résistants de la dernière heure. Il se marie en 1936 avec Germaine Carroyer, une fille de bonne famille qui croit en lui. Ils vivent dans 10 mètres carrés, au-dessus d'un café à Saint-Étienne. Leur fils Daniel naît en 1937. Mais Louis étouffe. Il rêve de Paris, de théâtre, de cinéma. En 1942, il abandonne femme et enfants pour monter à la capitale. Le divorce est prononcé. Daniel grandira sans père. Un soir de 1945, le destin frappe à la porte du métro. Louis croise Daniel Gélin, déjà star montante, qui lui propose un petit rôle dans La Tentation de Barbizon. C'est le début d'une lente ascension. Pendant 20 ans, il reste second rôle, serveur dans La Traversée de Paris, pêcheur dans La Belle Américaine, gendarme dans Ni vu ni connu. Il vole chaque scène avec ses yeux exorbités, ses tics nerveux, sa voix qui monte dans les aigus comme une cocotte minute. Les critiques le trouvent trop vulgaire, trop populaire, trop beauf. Le public, lui, adore. Il remplit les salles de banlieue, les cinémas de quartier. Les producteurs commencent à comprendre, de Funès, c'est de l'or. Au début des années 1960, la France est prête. 1963, Pouic Pouic avec Mireille d'Arc, premier vrai succès. 1964, l'année magique, l'impossible exploit. En 6 mois,
Il tourne le gendarme de Saint-Tropez, Fantomas et le Cornio. 3 cartons absolus. Aucun acteur français, ni Belmondo, ni Delon, ni Ventura, n'a jamais réalisé ça. Le gendarme fait 7,8 millions d'entrées, le Cornio 11,7 millions, Fantomas 4,2 millions. En un an, il devient la plus grande star de France. Ce qui rend de Funès unique, il n'a jamais voulu être un héros. Il incarne le français moyen, petit chef tyrannique, père névrosé, fonctionnaire mesquin, patron de PME odieux, curé bigot, tout ce que nous détestons et qui nous ressemble. Le biographe Bertrand Dical l'appelle le Polichinelle de la France moderne. Moitié tyran, moitié enfant, moitié bourgeois, moitié prolo. Il n'est pas né star. Il disait vouloir être le meilleur des seconds rôles. Ironie du sort, cette humilité en fait une légende. Le seul comédien français depuis Chaplin dont les films rassemblent encore 4 générations devant la télé chaque Noël, chaque 14 juillet, chaque dimanche pluvieux. 1966, La Grande Vadrouille. Avec Bourvil, sous la direction de Gérard Houry, il explose tous les records. 17,27 millions d'entrées. Record absolu du cinéma français pendant 41 ans, jusqu'à Intouchable en 2011, puis Titanic. Le film reste 42 semaines numéro 1 au box-office. On raconte que De Gaulle lui-même riait aux éclats à l'Élysée. De Funès touche un cachet énorme, achète le château de Clermont en 1967. 40 hectares au bord de la Loire, au Cellier, près de Nantes. Une folie. Il y plante des roses, des tulipes, des vignes. Il veut la paix. Mais la machine est lancée. 1967, Oscar. 1968, Le Petit Baigneur. 1969, Hibernatus. 1970, L'Homme Orchestre. 1971, La Folie des Grandeurs. 1973, Les Aventures de Rabbi Jacob. Chaque film est un triomphe. Il tourne parfois 3 films par an. Il exige le contrôle total. Il réécrit les dialogues, dirige les seconds rôles, impose les cadreurs. Sur le plateau, c'est Staline en personne. Il hurle, insulte, fait refaire 50 fois une scène. Mais le résultat est là. Chaque geste est parfait, chaque tic est millimétré, chaque regard est une bombe comique. Au milieu des années 1970, il a tout, la gloire, l'argent, l'épuisement. Son seul nom remplit les salles. Il gagne des fortunes. Mais son corps lâche. Mars 1975, 2 graves crises cardiaques à 3 jours d'intervalle, sur le plateau de l'aile ou la cuisse. Il a 60 ans. Les médecins sont clairs, ralentir ou mourir. Pour cet hyperactif obsédé par le contrôle, c'est une sentence pire que la mort. Il annule tous ses projets. Il fuit Paris et s'installe définitivement au château de Clermont. 40 hectares de parc, vignes, rosiers, étangs à canards. Le plus grand comique de France devient jardinier. Il passe ses journées à tailler les haies, planter des bulbes, nourrir les carpes. Il se lève à 5 heures, travaille jusqu'au coucher du soleil. Les habitants du Cellier le croisent parfois sur les chemins, seul, main dans le dos, perdu dans ses pensées. Il refuse les journalistes, évite les voisins, ferme les grilles à double tour. Seule Jeanne, sa femme depuis 1943, et leurs fils Patrick et Olivier ont accès à son monde. Jeanne Barthélemy de Maupassant, issue de la petite noblesse normande, gère tout depuis toujours. Contrat, scénario, budget, même le choix des actrices qui jouent sa femme à l'écran, d'où Claude Jansac, sa chère épouse, dans 11 films. Derrière les murs, l'harmonie est apparente. En réalité, Jeanne règne comme une impératrice. Elle lit tous les scénarios, valide chaque réplique, surveille chaque déplacement. Louis s'évade dans le travail, la religion et un refuge secret. Dans les années 1960, lors d'une émission de radio nocturne, il rencontre Macha Béranger, animatrice légendaire d'ici et maintenant sur France Inter, celle qui recevait les insomniaques à 2 heures du matin pour parler d'amour et de solitude. Sa voix chaude, sensuelle, enveloppante, touche Louis en plein cœur. Lui qui vit dans l'angoisse permanente, lui qui dort avec un chapelet sous l'oreiller, lui qui se confesse chaque semaine, tombe amoureux. Leur liaison dure plus de 10 ans. Il loue une suite permanente à l'hôtel Intercontinental, avenue Kléber, rien que pour elle. Un lieu calme, loin des caméras, loin du contrôle de Jeanne. Il s'y retrouve 1 fois par semaine. Macha l'écoute, le calme, le fait rire. Elle est sa bouffée d'oxygène. Quand Jeanne découvre, on ne sait pas exactement comment. Elle choisit le silence plutôt que le scandale. Elle ne divorce pas, ne crie pas, ne pleure pas en public. Elle resserre l'étau. Elle le suit partout, même sur les plateaux. Elle lit son courrier. Macha, comprenant la guerre silencieuse, se retire avec élégance.
Elle continuera ses émissions jusqu'en 2007 et mourra en 2009 sans jamais avoir parlé publiquement de leur amour. Louis, lui, se ronge de culpabilité. Il prie davantage, va à la messe tous les jours, donne des fortunes à l'église du Cellier. Malgré les médecins, il revient au cinéma. 1976, L'aile ou la cuisse avec Coluche. Dernier grand succès. 5,8 millions d'entrées. Puis la zizanie, Pince-mi et Pince-moi, Le gendarme et les extraterrestres. Chaque tournage est une épreuve. Pas de scène de nuit, 2 heures de sieste obligatoire, oxygène en coulisses, médecin sur le plateau. Il tourne au ralenti, mais tourne quand même. Il refuse d'arrêter. Tant que les gens rient, je vis, dit-il. En 1981, La soupe aux choux. Dernier film. Il a 67 ans. Il sait que c'est la fin. Il rentre au château, ferme les grilles, ne répond plus au téléphone. Janvier 1983. Il accepte une dernière sortie. Une semaine aux Arcs avec Jeanne, Patrick et sa petite fille Julia, 8 ans. Il déteste le froid, mais adore sa petite fille. Il skie mal, tombe souvent, rit jaune. Il est pâle, amaigri, vite fatigué. Il tousse. Un peu d'air de la montagne et tout ira mieux, plaisante-t-il. De retour au château, il peine à monter les escaliers. Il passe ses journées dans son bureau, à écrire des lettres qu'il n'enverra jamais, à regarder la Loire par la fenêtre. Le soir du 27 janvier, après un dîner léger, il se plaint de vertige et de douleur à la poitrine. Jeanne l'aide à se coucher. Il s'effondre dans ses bras. À 20h30, l'ambulance arrive. À l'hôpital de Nantes, les médecins ne peuvent rien. Crise cardiaque massive. Il a 68 ans. La France est en état de choc. Les journaux titrent en une, le roi est mort. Les chaînes interrompent leur programme. On rediffuse la grande vadrouille toute la nuit. Le gouvernement propose des obsèques nationales aux invalides. Jeanne refuse catégoriquement. Elle veut la simplicité, la discrétion, le silence. Funérailles le 31 janvier à l'église Saint-Martin du Cellier. Une centaine de personnes. Michel Galabru, Coluche, Claude Jansac, Christian Fechner, quelques villageois. Pas de discours, pas de caméra. Seulement le murmure des prières et le son des cloches. Il est enterré dans le petit cimetière, face à la Loire qu'il aimait tant. Sur la tombe, juste son nom, ses dates et une croix. Pas d'épitaphe. Jeanne veut qu'on le laisse en paix. Mais une personne n'apprend la nouvelle qu'à la radio. Daniel, son fils aîné, né en 1937 de son premier mariage avec Germaine Carroyer. Daniel a 46 ans. Il vit à Saint-Étienne, travaille comme dessinateur technique. Il n'a pas vu son père depuis des années. Louis lui rendait visite en secret, une fois par an, toujours caché. Il apportait des disques de jazz, des dessins, des billets de 100 francs. Il repartait avant que Jeanne ne sache. Il venait me voir en cachette, racontera Daniel. Il m'a appris à dessiner. Il me faisait rire. Mais j'étais un enfant secret. À la mort de Louis, Daniel n'est ni invité aux obsèques, ni mentionné dans le testament. Il n'hérite de rien. Pas un sou, pas une lettre, pas même un adieu. Il ne m'a rien laissé, dira-t-il avec amertume. Mais j'ai survécu. Daniel mourra en 2017, à 80 ans, d'une crise cardiaque, comme son père. Et puis il y a l'argent. Plus de 140 films, 300 millions d'entrées au cinéma. Record absolu en France, toujours imbattu en 2025. Et pourtant, à sa mort, quasiment rien. Pourquoi ? Louis n'avait confiance en personne. Ayant connu la misère, il exigeait d'être payé en cash, immédiatement, jamais de pourcentage sur les recettes futures, jamais de droit sur les rediffusions. Il signait des contrats léonins. Il touchait son cachet, énorme, et puis plus rien. Résultat, il a gagné des fortunes sur le moment, mais rien des rediffusions qui continuent à rapporter aujourd'hui. Gaumont, qui détient les droits de la plupart de ses films, gagne encore environ 500 000 € par an grâce au passage télé, aux DVD, aux plateformes. Ses héritiers ? 0 €. Le château de Clermont, son seul gros bien, est vendu en 1986, 3 ans après sa mort, à une association pour personnes handicapées. Jeanne n'arrive pas à l'entretenir. 40 hectares, toiture à refaire, taxes foncières astronomiques. Elle touche une pension de veuve, vit modestement jusqu'à sa mort en 2015 à 99 ans. Aujourd'hui, en 2025, le château est une résidence d'artistes. Le parc de 40 hectares, lui, fait l'objet d'une bataille homérique. En 2024, le propriétaire privé met les bois en vente. Rumeur, un émir veut y construire un haras ou un promoteur un lotissement de luxe. Les habitants du Cellier, 4000 âmes, se mobilisent.
Associations, pétitions, manifestations. C'était le jardin de Louis, crie-t-il. La région Pays de la Loire préempte pour 3 millions d'euros, avec le WWF et le Conservatoire du Littoral. Promesse, garder le parc ouvert au public, le transformer en réserve naturelle. Mais l'ancien propriétaire conteste devant le tribunal administratif. L'affaire est en cours. Le parc que Louis arpentait seul chaque matin est devenu un symbole de résistance populaire. Les habitants y organisent des marches commémoratives chaque 31 juillet, date de sa naissance. Ils déposent des roses sur sa tombe. Ils racontent aux enfants comment Monsieur de Funès leur offrait des bonbons quand il le croisait à vélo. 42 ans après sa mort, ces films passent encore chaque week-end. 4 générations rient ensemble devant Rabbi Jacob, le gendarme, la grande vadrouille. Bertrand Dical a raison, vous pouvez mettre 4 générations devant un de Funès, toutes riront au même moment. Ce n'est pas l'argent qu'il a laissé, c'est la joie. Le rire partagé entre grands-parents et petits-enfants. Le souvenir d'un homme qui transforma ses complexes en génie comique, sa peur en énergie, sa douleur en éclat de rire. Le château est vendu, la fortune envolée, les secrets révélés, mais le rire demeure. Et ça, personne ne pourra jamais le lui enlever. En 2025, on redécouvre Louis de Funès autrement. Des documentaires sur Arte, des expositions aux cinémathèques, un biopic en préparation avec Kev Adams pressenti pour le rôle. Des livres sortent. Les Mémoires de Daniel, enfin publiés en 2023, les lettres secrètes à Macha Béranger retrouvées dans un grenier. On réalise qu'il était plus complexe qu'on ne le croyait. Un écorché vif, un perfectionniste maladif, un catholique tourmenté, un mari aimant mais infidèle, un père absent mais attentionné en secret, un génie comique qui cachait une immense tristesse derrière ses grimaces. Louis de Funès nous a appris que le rire n'est pas l'absence de douleur. C'est la victoire sur la douleur. Il a transformé ses blessures en armes, ses peurs en sketch, sa rage en éclat de génie. Il a fait rire la France quand elle en avait le plus besoin. Pendant les 30 glorieuses, pendant les crises, pendant les attentats, pendant les confinements. Il est toujours là, chaque fois qu'on allume la télé un dimanche soir et qu'on entend sa voix de crécelle hurler « Monsieur Hulot » ou « Cruchot, vous êtes un âne ». Il est immortel. Si cette plongée dans la vie secrète du plus grand comique français vous a bouleversé, si vous avez ri et pleuré en même temps, si vous avez reconnu votre grand-père, votre père, ou vous-même dans ces personnages, alors likez cette vidéo, partagez-la partout, et surtout abonnez-vous avec la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires vraies qui secouent. Dites-nous en commentaire votre scène préférée de Louis de Funès, ou ce que vous pensez de cette fortune disparue, de ce fils caché, de cet amour secret. On lit tout. Merci d'avoir tenu jusqu'ici, jusqu'à la dernière ligne. On se retrouve très vite pour une nouvelle légende qui a marqué l'histoire.